un militaire militariste, ragnagna, le général de Gaulle, c'était militaire. Ouais, hein. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ah, Pétain aussi, remarque. Hein, Après, ils ont dit que. Ils n'ont pas dit que De Gaulle c'était un fasciste, les jeunes, là, à un moment. Ils ont dû le dire, sûrement. En 68, ils ont dû le dire quand même. Oh oui, non, mais attends. Après, ils auraient dû dire qu'il était assez vieux quand même. Tu sais, en 68, moi j'ai vécu mes 68. J'étais jeune, hein. Mais j'étais pas un gosse. Hein. Ah. Mais comment dirais-je, c'est pas facile, pas difficile à comprendre cette histoire. La France avait évolué, l'Europe aussi, le monde. C'était pas l'Amérique qui était un peu derrière, qui avait un peu fomenté le coup? Alors, justement, il y a un truc qui est pas clair. Et il n'est pas impossible que ce qui a été déclassifié de la CIA va révéler les choses. Parce que quand même, moi je me souviens, ça doit être en 66. Moi j'étais à l'école primaire. Hein. Il y avait déjà une agitation. C'est-à-dire que l'ancienne France, l'avant-guerre en somme, qui s'accrochait avec des vieilles méthodes, on va dire. La France d'avant-guerre, qui continuait un peu contre vents et marées. Que le père Fouettard, non, c'est pas un peu ça? Oh, il y avait un côté comme ça, c'est-à-dire dans l'éducation nationale, à l'armée, ils n'avaient pas réalisé exactement qu'ils avaient changé d'époque et qu'ils enseignaient déjà à des jeunes, mais surtout, que les parents de ces jeunes-là, c'était plus les mêmes gens qu'ils avaient pu connaître en 1920, après entre les deux guerres. C'était des gens qui faisaient partie souvent de la classe moyenne, ou alors si c'était à la campagne, des gens quand même qui n'étaient pas loin d'être des âmes battées, qui avaient déjà un certain niveau d'instruction et un certain niveau de vie. Et on ne pouvait pas leur dire une deux, enfin, on ne pouvait pas leur raconter des salades. En plus, comme beaucoup, non seulement savaient lire et écrire, mais avaient beaucoup de vocabulaire, enfin, que la radio était passée par là, que la télévision était passée par là. Et la télévision à l'époque, elle était pas calamiteuse, hein. Il y avait des trucs évidemment, on sait ce que c'est, mais c'est pas du tout ce qu'on décrit maintenant dans la propagande, le machin. Oui, ça existait, mais tu pouvais t'informer sur bien des domaines. Et donc les gens étaient quand même plus instruits, ils connaissaient plus de choses. Alors on ne pouvait pas comme ça les mener en bateau, ni l'État, ni les institutions, ni même les patrons. Voilà, comment dirais-je, les patrons une deux, ça existait aussi, ça. Les gens très dirigistes. Et il y avait déjà dans le monde ouvrier, aussi très large, hein. Ouvrier, c'est pas forcément les usines. T'as l'ouvrier agricole, elle me casse les oreilles. Ah. Bon, on va s'éloigner alors du cassage d'oreilles. Il y a pas que les ouvriers agricoles, il n'y a pas que les ouvriers d'usine, il y a les ouvriers agricoles, il y a les ouvriers dans le bâtiment, il y a tout ce qu'on veut. Et ceux-là, ils disaient, bon, on n'est pas des bêtes de somme. Il y avait tout un ensemble de trucs comme ça qui étaient apparus. Ceux qui étaient encore pas bien traités faisaient des tâches répétitives. Comme par hasard, c'était ceux qui venaient de l'Afrique du Nord. Tu sais, mettre les carburateurs, les machins, les usines Renault. Qui se trouvaient à Paris à l'époque. On les avait fait venir, ouais. qu'on logeait dans les foyers Sonacotra, etc. Les Allemands, ils ont fait pareil avec les Turcs. C'est-à-dire toute cette manœuvre dont l'industrie avait besoin. Et puis plus, alors, ceux-là, c'était quand même un peu les oubliés de l'histoire. C'était vraiment de la main-d'œuvre. C'était vraiment des prolétaires au sens basique du terme. Mais tous ceux qui étaient venus de province vers Paris, bon, ils n'étaient pas venus vers Paris forcément pour être ouvriers. Et même à l'époque, je te donne un exemple réel. Un ouvrier agricole qui était né en 1920, 22, quelque chose comme ça, dans la région de Chabanais, ouvrier agricole, il ne possédait rien, il est seulement ouvrier agricole.
Bon, après, on lui dit, bah voilà, il y a Massey Ferguson qui s'est amené. Enfin bon, la mécanisation, les trucs, les années 40, 47, 48, pas seulement plan Marshall, hein, mais aussi les coopératives. C'est complexe, le milieu rural. Il va à Paris, il ne sait pas quoi faire, on dit, bah, tu vas poinçonner les billets. Oui, mais ces gens-là, ils faisaient une ascension de carrière. Ils poinçonnaient les billets comme le poinçonneur des lilas, mais quand ils avaient 25 ans. À 35 ans, ils conduisaient le SPRAG. Et puis après, ils faisaient autre chose. Tu comprends? Donc, la classe ouvrière devenait aussi classe moyenne avec le temps. Bon, arrive mai 68, bah, il n'y a pas que les questions de salaire. C'est que les travailleurs disaient, bah oui, mais attendez, on n'est pas là pour être la machine à profit. Alors, ça a duré peut-être 2 ans. Moi j'ai connu, en fait, c'est vrai que il y avait un peu les conservateurs parmi la population qui étaient un peu les faillots, moi je voyais comme ça, de haut de mes 3 pommes. Hein. Et puis les autres qui étaient plus la dignité du travailleur, etc., c'était les communistes. Et les communistes, il y en avait plein, on connaissait plein, qui conduisaient des cheminots, pas seulement des ouvrières d'ailleurs, hein, des enseignants, il y avait un peu de tout parmi les cocos. Et donc ça bougeait. Et c'était un mouvement qui était dans la société. Alors, qu'est-ce qui a fait péter le truc? J'en sais rien en fait. Bon, l'histoire des étudiants, la Sorbonne, mai 68, moi ça m'avait étonné. D'ailleurs c'est pas compliqué. Bon, mon frère était plus âgé, mes parents, ils étaient allés voir, ils se sentaient concernés d'ailleurs. Mais il y avait le côté étudiant, quoi. C'est-à-dire un monde un petit peu à part, et puis avec tous les gauchistes qui s'amenaient, c'était une espèce d'entre-soi qui veut faire de la politique, qu'on adore inviter à la télévision parce qu'ils font du bruit. Mais bon, moi je dis qu'ils ne comprenaient pas grand-chose. Après j'ai un peu mieux compris qu'ils n'avaient rien à dire parce que mon frère s'était foutu dans le Secours Rouge, je ne sais plus ce que c'était, ça, l'Humanité Rouge, etc. Je me suis dit, mais ça tient pas debout leur truc. C'est du... Bah, d'ailleurs, on voit ce que c'est devenu. Après, c'est retombé alors, comme un Pithiviers. Les gauchistes, on les a comme par hasard retrouvés au Parti Socialiste en France. Alors les camps badénistes, les camps Bastérès, les camps machin, les je sais pas quoi, j'ai un petit peu oublié. Ce qu'ils sont devenus après, j'en sais rien. Mais moi je trouve que c'était des fouteurs de merde. Alors, c'est-à-dire que qu'est-ce qui pouvait inquiéter le grand capital, n'est-ce pas, à cette époque-là? En fait, c'était les cocos et les gaullistes. Parce que qu'est-ce qu'on les a fait chier, les gaullistes, entre parenthèses? Les gaullistes, ils étaient bien avec tout le monde parce qu'ils voulaient d'abord être bien avec la France. Alors, ça explique des liens assez naturels, pas seulement à cause du Parti communiste français, ont été faits avec l'Union soviétique. Bon, les Américains qui foutaient leur nez partout, ça les énervait, etc. Ils ont saisi peut-être, je ne suis pas sûr qu'ils l'aient provoqué, quoique, ils ont saisi l'occasion. Et quand tu veux trouver des Mathieu, des gens qui ils ont besoin de quelque chose pour exister parce qu'ils sont dans le marigot de leur néant, Cohn-Bendit, pour moi, c'est ça. C'est marrant, ce mec, même quand il était sur les barricades, je me dis, ce mec-là, c'est un pro cul. J'ai toujours ressenti. J'avais quel âge à cette époque-là? Je devais avoir 12 ans, un truc comme ça. Je me dis, mais ces gens-là, c'est des pro culs. C'est des fouteurs de merde. Comment ça se fait qu'ils arrivent, on leur donne la parole, etc., etc. Ils représentent qui, même? Les étudiants. Bon, alors, j'étais jeune, j'avais 12 ans, je ne pouvais pas dire que c'était des petits cons. Mais si j'avais eu l'âge que j'ai aujourd'hui, j'aurais peut-être dit ça finalement, en disant mais c'est quoi ces mecs-là? Ils ont quand même reçu les choses tout rôti dans le bec, et puis mais qu'est-ce qu'ils veulent? Parce que j'ai jamais bien compris ce que c'est que cette histoire. Et il n'est pas impossible, parce qu'on suspecte Cohn-Bendit d'avoir été approché par la CIA. Je ne sais pas si c'est vrai, mais quand on l'entend, ce vieux con maintenant,
se recycler 30 fois, qui s'est recyclé. Bah, le gauchisme, après, ça s'use. Hein. À part Arlette Laguillet, travailleurs, travailleuses. Bon, après, ah bah les Verts, c'est. Ah bah chic alors. Les Verts. Les Verts, ça rime avec Rockefeller, hein. Tu vois. Les deux, mais c'est comme par hasard, c'est. Mais quel monde de dingo, hein. C'est pas incroyable. Alors, lui, alors les Verts, est-ce que les écolos allemands, les Grünen, je sais pas quoi, est-ce qu'ils ont fait vraiment quelque chose de positif pour faire avancer les choses? Pas vraiment. C'est la société dans son ensemble. Alors on peut dire, on n'a pas besoin d'un écologisme politique qui est une escroquerie politique pour dire on va inventer des trucs qui polluent moins. Parce que écolo c'est ça finalement. Éviter de tout bousiller. Mais ça regarde pas vraiment le politique. Le politique il vient à la fin, il vient pas au début. Autrement c'est une espèce de nazi. Les nazis n'ont rien foutu entre parenthèses. Hein. Il y a les petits malins qui disent que ah oui au temps d'Adolphe, c'est pas vrai. Après ils ne sont pas restés très longtemps. Hein. 5 bah, ans, ils sont restés longtemps quand même. 36, 45, non, 9 ans. 32 à 45. Non, ils sont restés trop longtemps ceux-là. Et il y en a qui disent ah bah oui, mais sous prétexte dans le code allemand qui n'a pas été abrogé. Mais les fascistes ils sont restés plus longtemps parce que je crois que le Mussolini est passé avant. 25, 40, 44. Ouais, donc 20 ans, quoi, 21 ans. Je suis pas sûr que je vois 45. Attends, la marche sur Rome, c'est 23. 23. Ah oui, ils sont restés plus longtemps. 22, ouais. C'est 22 22 ans, ouais. 43 aller à 45. Ouais, voilà. On voit que 22. La marche sur Rome, bon, de la marche sur Rome jusqu'à la fin. Mais bon, c'est pas pareil, hein, les fachos, les nazis, c'est pas les mêmes choses. Alors, pourquoi je parlais de ça à cause des écolos? Ah oui, etc. Mais tout ça. Et puis je me souviens des écolos des années 80. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Ça sentait pas bon, ça fait. Les vieilles lunes. Les vieilles lunes qui voulaient réhabiliter. Ah oui, au temps d'Adolphe. En fin de compte, cette espèce de social, alors qu'il y a de social, machin, dans démocratie. Ce social truc, ah bah oui, mais tout le monde avait à bouffer, je sais pas quoi. Ah oui, quand tu pilles les voisins, c'est pas difficile. Ouais. On m'a sorti cette salade-là. Tout le monde avait à bouffer chez Adolphe. Au temps d'Adolphe? Ouais, après tout dépend qui, hein, parce que bon... Tout le monde, je te le garantis. Sauf ceux qui étaient dans certains camps... mais ceux qui sont des... Eux, c'est... on n'en parle pas. Ouais. Mais l'Allemand de base... Ah oui, bien sûr. Qui pouvait ouvrir sa gueule en privé, mais qui l'a fermé en public, de peur de se faire castagner. Lui, il mangeait bien. Ouais, parce qu'il payait la France et les autres pays aussi. Hein. Il payait... Oh non, la France... non, attends, elle a bon dos, la France. Wow, c'est arrivé, c'est vrai. Ah, ils bouffaient du rutabaga, les Français, quand même, à l'époque. Hein. Tu sais pourquoi ils bouffaient des rutabaga? Parce que les Allemands ne connaissaient pas. Parce que les Allemands n'en voulaient pas. Ah ouais. Ces messieurs n'en voulaient pas. Alors, les Français, comme ils disaient, merde, si on cultive des pommes de terre, ils vont nous les piquer. Alors on va cultiver des navets. Des rutabagas, c'est un genre de navet. On va cultiver ça. Parce que arrive Fritz, comme ça, il dit qu'est-ce que c'est que ce truc-là? On donne ça aux animaux. Ah bah oui, nous on mange ça. On est des animaux. Oui, mais... Et elles sont où les pommes de terre? Enfin, bon, ceci étant dit, il y a tellement à dire sur l'occupe. C'est... la France, elle n'a pas tellement souffert. Il y a des gens qui ont souffert. Tu vois, c'est un peu... L'occupation, c'est comme... L'occupation allemande, c'est comme le libre-échange. Mais à l'envers. Le libre-échange enrichit des fortunes, mais n'enrichit pas les gens. Alors attends. Et l'occupation, qu'est-ce qu'elle a fait? En fait, elle a appauvri des gens, surtout des gens dans les villes. Hein. Parce que dans mon bled, là, j'ai demandé souvent, mais comment on l'occupe? Ou même à mon oncle. Mon oncle, il habitait à Étang. Mais pendant l'occupe, nous, il n'y a pas de problème. On avait à bouffer. Et même plus près de Paris. C'est vraiment, Paris et la première couronne, c'était difficile. Mais tu pouvais prendre une petite ligne de chemin de fer, il fallait connaître des gens parce que, alors, le marché noir, ça veut dire économie parallèle, mais ça ne veut pas dire forcément que c'était
que tu devais avoir de l'argent. Parce que le café des artistes, le restaurant des artistes rue du Dragon, la rue du Dragon qui est dans le 5e là-bas, Ouais. où aller manger Picasso et puis je sais plus qui, Michel Léry, ça des gens comme Ah, ça. pas loin de la santé, non? De la Non, non, santé. non, non. Ah. Non, c'est plutôt dans là-bas, là-bas, Ah le ouais. 5e arrondissement. Ok, ouais, vers là-bas. Ouais, ouais. Oui, c'est le 5e. C'est pas Saint-Germain-des-Prés, c'est plus. Ah, c'est Saint-Germain, plus c'est vers le plutôt là-bas, Saint-Michel. alors. Ouais. Voilà, peu importe. Ouais, enfin bon, Ouais, c'est alors, pas. j'ai pas le même sens dans l'importance. Mhm. Bon, il y avait des restaurants à marché noir, Ouais. mais c'était pas plus cher qu'ailleurs. Mhm. Les Allemands n'y rentraient pas. Il y avait Picasso. Tiens, un livre intéressant à lire, même s'il fait plus de 1000 pages. C'est le secrétaire de Jean Moulin, qui s'appelle Daniel Cordier. Il y a en ce moment une exposition à d'Enfer Rochereau. Mhm. Il était secrétaire de Jean Moulin. Son livre, ça s'appelle Alias Caracalla. Il a été, en fait, c'est quelqu'un qui a rejoint la France combattante dès qu'il a entendu, quand il a entendu Pétain, avec le don de sa personne. Ah ouais, j'ai fait le Lui, don à c'est un maurassien, hein, j'ai fait le don de ma personne à la France. pour atténuer son Ouais. malheur. Ah ouais, c'est vrai que c'était un beau discours. Hein. Tu parles. Ouais, je sais, Le c'est. cul, oui. Ah ouais. Ben non, mais un militaire, il dit ça, il fait le don de à la France, le don Pour de se sa battre. personne. Ouais. Ben, c'est ça, quand tu es militaire, tu fais ça. Tu fais le meurs don de la personne pour te battre. quelque chose. Ah ouais. Mhm. Éventuellement pour tes enfants. Comment Mais il était artilleurs, un peu en début de sénilité quand même, le Pétain. En tout cas, Écoute, c'est ce qu'il a essayé de faire lors de son procès, de mettre en avant. Quoi. Tu parles. Mhm. Mais non, mais attends, c'est Hollywood. Les médias n'étaient pas passés par là, enfin. On lui a écrit un texte, c'était Manuel Berle qui lui a écrit son truc. Il a obéi tout simplement. Il était déjà dans une espèce de mouvement. Il estimait qu'il fallait être conciliant vis-à-vis de l'Allemagne, etc. C'est pas bizarre qu'il ait été. musique à droit d'auteur ou pas, au fait? Ouais, mais ouais, moi, je non, mais suis gêné par. Quoi? C'est-à-dire? On s'en fout. Ok, ouais. Donc tu joues le sabotage, quoi. C'est très important. Ouais. Ouais. Non, c'est pas bizarre. C'était les gens, en fait, c'était les gens. En fait, ils se sont très bien accommodés disons, cette mouvance. Non, après tout, si on peut négocier, on négocie. Et puis surtout, on calme le jeu. Ça faisait partie des. Le problème, dans ces histoires-là, rien n'est blanc, rien n'est noir. Et des fois, il y a plusieurs couleurs. C'est ça, c'est-à-dire que la France était quand même divisée. Elle avait une vision du monde. Il y avait les communistes, il y avait les nationalistes, il y avait les socialistes. Faut voir comment ils ont évolué finalement. Bon, c'est clair que le problème. Attends, on va reculer. On va reculer. Le problème, tu vois, c'est que, d'accord, les nazis ont perdu la guerre militaire. Mais ce qui est sorti par la porte est rentré par la fenêtre après. Parce que rien n'est vraiment synchrone. C'est vachement dur d'être historien, d'écrire l'histoire, parce que ce qui traînait dans les années 30, que Le Pen, que Hitler a ramassé, Hitler et sa clique, ont ramassé avec un balai. Alors il y avait l'antisémitisme, le nationalisme, la trahison, le coup de poignard dans le dos, les machins, les trucs. Ils ont ramassé tout ça. Bon, avec ça, tu fais rien. Par contre, si la grosse industrie allemande, notamment la chimie et l'acier,
se disent que ça peut être intéressant, là ils vont se dire, bon, ça donne le nazisme tout ça. Oui, mais parallèlement à ça, il y a d'autres gens qui disent, bon, on n'est pas obligé d'en passer par là. Alors ça s'appelle le Mont Pèlerin, la première réunion de ce qui est devenu le Mont Pèlerin, avec Hayek et compagnie, ça s'appelle la réunion ou la conférence de Paris qui date de 1937. C'est en gros comment atteindre les mêmes résultats qu'Adolphe, c'est-à-dire de faire de son pays une région où les profits sont maximaux. Alors Johann Chapoutot, l'historien, dit une zone d'optimisation maximale. C'est très bien de dire ça, parce que c'est ce qu'était l'Allemagne. Bah, tu mets 10 $, assez facilement, tu en récupères 12. Bah, c'est toi quasiment qui fais la loi. Tu mets tes 10 $, bah, plus exactement. Tu mets pas tes 10 $. Attends, disons les choses comme ça pour être simple. Parce que bon, derrière l'argent, il faut quelque chose. Donc on va l'exprimer comme ça. Bon, tu achètes pour 10 $, mais tu vas en récupérer. Les taux d'intérêt sont quand même élevés. Bah évidemment, tu n'as pas d'empêcheur de tourner en rond. Ils sont tous à Nachao, ils sont tous dans les camps. On interdit les syndicats, on interdit ci, on interdit ça. Le travailleur, il faut bien qu'il bouffe. On lui impose les choses. Et les nazis, c'était aussi des petits malins. Parce que finalement, assez vite, ils ont réussi, en fait un truc qu'ont réussi les autres après. Ils se sont dit, il faut que le peuple, les Allemands, qui sont d'accord avec les nazis, voient une amélioration de leur niveau de vie. Et qui ne se posent pas trop de questions de savoir pourquoi c'est comme ça. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, ma mère par exemple, alors voilà, 1939. Elle est dans l'ouest, dans le Palatinat allemand. C'est la ville, c'est Kaiserslautern. Hein. Elle était là. Si faisait la comparaison avec la France. Oh, mais c'est moderne. 1939, hein, j'ai pas dit 36, 34, j'ai dit 39. Il y a des piscines, il y a les parcs bien entretenus, il y a des terrains de sport, les écoles sont modernes, il y a des enseignants. Et puis même, ah oui, à cette époque-là, il y avait des femmes, on leur interdisait de travailler. Parce que les hommes travaillent en 39, mais je ne sais pas pourquoi. C'est pour avoir des enfants, non? Oui, il y a déjà, d'accord. Mais les enfants, ils les avaient déjà. Ouais, il y a un truc que je ne comprends pas bien. Parce qu'après, Hilda, elle a travaillé quand son mari, Karl, est parti. Pour que la femme soit dépendante du mari, peut-être pour avoir une sorte de hiérarchie ou... Ah non, mais c'était très famille. Hein. Ah ouais. On voit les cartes postales. Moi, j'ai vu ça dans mon enfance. Je ne sais pas où sont les cartes postales. On voit Adolphe avec un enfant comme ça dans ses bras. Merci Adolphe. Merci Bill Gates. Tu vois, c'est le même truc. Staline avait fait la même chose. Par contre, la gamine qui était dans les bras de Staline, je ne sais pas si elle est devenue. Mais... Ouais, elle serait vieille maintenant, si elle avait survécu ou bien. Non, mais il y a toujours des histoires bizarres avec tout ça. Alors, c'était des cartes postales un peu chromo. C'était en noir et blanc, ils les avaient coloriées. Alors, on voyait... C'est dommage, les cartes postales, j'aimerais bien savoir où elles sont. Ça doit être dans ma famille. Il y avait des tas de cartes postales du temps d'Adolphe. Alors, il y avait... Oh, c'était plutôt des bêtises comme ça. Bah, c'est des cartes postales à 100 balles, quoi. C'est des trucs qui valaient quelques pfennigs.
si tu voulais avoir une schöne carte postale, là, une schöne postcard, là tu devais, là c'était peut-être plus cher, avec le timbre, vous voyez la tronche d'Adolphe sur le marque, sur le timbre et... Ouais, le prix de la personnalité, quoi. Non, c'est même pas ça, c'est... Ah, nous on Non, avait... c'est plus mystique que ça. Ça a tourné au mysticisme. Par exemple, j'ai entendu dire que, alors là c'était la guerre, la grosse guerre, là, des années 40. Il y en a qui avaient les trouilles et ah, ça se passait pas comme ça, aussi simple. Alors attends, c'était où ça? C'était plutôt à l'est. Parce que malgré tout, l'Europe centrale, ils se laissaient pas faire. Hein. Il y avait de la résistance en Pologne, dans des territoires qui avaient été aussi... Tu sais, la Pologne, mais il y a eu plein de camps hein, en Pologne. Alors, on connaît les camps Sobibor, Auschwitz et tous ces trucs-là, mais il y a des petits, c'est-à-dire des travails forcés. Alors, arrivent des hurluberlus, c'est pas forcément des Allemands, hein. Ça peut être des Polonais collabos, des Ukrainiens, de tout ce que tu voudras. Bon, ils mettent la main à la pâte, bah, comme ceux qu'on cramait au Radour-sur-Glane, là il y avait les Ukrainiens là-dedans, et qu'on retrouve encore avec la croix gammée et SS là sur leur casque. Je sais, ils ont fait des petits. Hein. Ils avaient besoin de quelques gens pour étriller les chevaux, pour s'occuper par exemple de ça, hein. Donner du foin, faire l'homme de peine. On utilisait les chevaux à l'époque, hein. Nettoyer, faire des tas de travail. Ah ben hop, bon ben voilà, tu nous sers de domestique, à toi à manger. Ah, tu n'auras peut-être pas à manger de la truite ou je sais pas quoi, hein, ou du saumon à la crème, mais tu auras mangé, mais par contre, hein, tu vas pas autrement foutre. Tu dis, ben, c'est des camps. Il y avait des camps de 2-3 personnes, il y en avait plein. C'est de la réquisition de main-d'œuvre. Et ça, c'est là qu'on voit que c'est un système. Parce que ce qu'on présente, souvent, parce que là, tu ne peux plus rien dire. Quand tu vois que les travailleurs étaient réquisitionnés pour faire des objets, tu as toujours le petit malin qui se croit plus malin que les autres, qui va dire « Ah ben oui, mais ils n'étaient pas libres, mais ils étaient utiles. » Un peu comme le vote utile, tu vois. Ils étaient utiles. Ah bah oui, bon, ah bah attends, mais ils étaient maltraités. Ah bah oui, mais voilà, j'ai entendu des conneries comme ça. Hein. Ah mais ils étaient utiles. Tandis que là, c'est les larbins. Les larbins, je sais pas qui ils étaient, ces gens-là. Il y en avait de la Wehrmacht. Mais la Wehrmacht, tu sais, ils étaient pas si nombreux. Hein. Les gradés, ils ne salissaient pas les mains. Tu sais, généralement, il y avait... C'est pas la cascade du mépris, comme dirait Emmanuel Todd. Ils savaient très bien intéresser les gens à l'affaire, qu'ils n'étaient pas forcément des Allemands. Bon, t'as bouffé, t'as ci, t'as ça, tu vis correctement grâce à nous, à l'écran. Ça se passait beaucoup comme ça. Hein. Il suffit de... De toute façon, ça fait pas sens, tout ça. C'était voué à l'échec, leur truc. C'était voué à l'échec. Ouais, il va falloir que je reparle avec quelqu'un d'autre, parce que c'est vrai que sinon il y aura que... Est-ce qu'il n'y avait pas un bouquin là que... Ah bah si, on termine là-dessus. Les livres de Johann Chapoutot, c'est des trucs, hein. Par exemple, le livre d'obéir. Il y a des choses intéressantes, mais il ne faut pas s'en contenter. Hein. Quelqu'un qui est intéressé par le sujet,
Il faut aller dans les archives. On peut trouver facilement des archives. Ah ouais, elles sont en allemand. Enfin bon. Ouais, c'est pas facile à lire. Alors après, avec le Translate d'or, tu peux. Hein. Ouais, tu peux te démerder. Il y a bien quelqu'un, un historien francophone ou anglophone, qui traduit. Tu peux retrouver. Mais il y a des perles, si je puis dire. Il y a des trucs que tu n'imagines pas. Et comment dire, le nazisme, il n'a pas commencé en 1932, hein. Il a commencé bien avant. Et c'était pas Adolphe, pas forcément. Tu avais le Drexler avant, et puis tu avais tout ce mouvement de pan-germanisme. Moi je dis, ça commence à la création de l'Allemagne, ce truc, le pan-germanisme et l'influence du Vatican là-dedans. Il y a l'historienne Annie Lacroix-Rie. Alors elle, faut lire ses trucs. Faut pas l'écouter, elle se part dans tous les sens. C'est encore pire que moi. Annie Lacroix, comme. Tu vois le papier, le riz Lacroix. Ben, c'est la même chose mais à l'envers. Annie Lacroix-Rie, qui est toujours communiste d'ailleurs. Alors elle a fait tout un travail d'archivage intéressant, et notamment sur l'Occupe en France. Et elle a une dent contre le Vatican. Il y a des trucs